Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je dois céder la priorité à un bus qui sort d'un arrêt. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, lorsqu'un bus sort d'un arrêt, il a la priorité. Donc vous devez lui céder la priorité. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Vous êtes le piéton. Tous les véhicules vous voient nécessairement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous voyez, vous êtes le piéton. Certains véhicules ne vont pas nécessairement vous voir. Notamment ici, la voiture qui est juste derrière la voiture noire. Ou alors, ça peut être un motard qui ne vous ayant pas vu, peut contourner les voitures et ensuite venir vous percuter. Ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 3. Ce panneau indique un passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le panneau de danger qui indique un passage piéton, c'est celui-ci. Alors que le panneau qu'il y a sur la photo, c'est celui-ci. Et ce panneau-là indique un endroit fréquenté par des enfants. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 4. Ce panneau indique un emplacement d'arrêt d'urgence. Je peux m'arrêter à cet emplacement. Réponse A, si je tombe en panne. Réponse B, si je fais un malaise. Réponse C, si je souhaite téléphoner. Alors, ce panneau-là, effectivement, c'est ce qu'on appelle un panneau d'emplacement d'arrêt d'urgence. Alors, ça ressemble à quoi un arrêt d'urgence ? Ça ressemble à ça. Hein. Et en général, dans ces emplacements, tu trouveras aussi un poste d'appel d'urgence. Donc, ces panneaux, cet emplacement, comme son nom l'indique, emplacement d'arrêt d'urgence. Donc, c'est pour les urgences. Donc, par exemple, si tu tombes en panne, si tu fais un malaise, si tu fais un accident, mais surtout pas pour téléphoner. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 5. La voiture bleue est bien garée. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, vous devez savoir qu'il existe 4 types de stationnement interdits. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Alors, je vous incite fortement à aller dans la formation pour savoir quels sont ces 4 stationnements interdits et leur signification. Aujourd'hui, on va seulement parler des stationnements très gênants. Pourquoi ? Tout simplement parce que ici, la voiture bleue est garée sur un trottoir. Donc, se garer sur un trottoir constitue donc une infraction de stationnement très gênant. Donc ça, c'est 135 euros, 135 euros d'amende. Donc ça, c'est une infraction de classe 4. Également, donc certes, il est garé sur un trottoir, donc stationnement très gênant. Mais en plus de ça, regardez bien, il y a un passage piéton. Et sachez qu'il est interdit de se garer à moins de 5 mètres avant un passage piéton. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça constitue également un stationnement très gênant. C'est-à-dire que là, si un policier veut verbaliser, il va pas seulement verbaliser pour le fait que vous soyez dans un trottoir. Il va également verbaliser pour le fait que vous soyez 5 mètres avant un passage piéton. Donc là, c'est 2 amendes de 135 euros. 2 amendes. Donc ici, effectivement, la bonne réponse est la réponse B. Hein, la voiture bleue est très mal garée. Question numéro 6. Je dois changer ma roue. Cet indice triangulaire me permet de positionner le cric au bon endroit pour soulever le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, ce petit indice qu'il y a sur le véhicule te permet de bien positionner le cric. Pourquoi ? Parce que tu peux pas mettre le cric n'importe où. Il y a des renforts spéciaux sous la voiture prévus à cet effet. Alors, comment véritablement utiliser un cric ? C'est très simple. Tu places la fente du cric au niveau du rebord de la voiture. Comme cela. Ensuite, tu tournes le cric et la voiture est soulevée. Maintenant, tu peux changer ta roue. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Avant d'ouvrir la portière, je vérifie la présence d'usagers. Sur mon rétroviseur, oui réponse A, non réponse B. En vision directe, oui réponse C, non réponse D. Alors, bien sûr, avant d'ouvrir ma portière, je vérifie sur mon rétroviseur s'il n'y a personne derrière. Mais, comme vous le savez, on a les angles morts. Donc, je fais également une deuxième vérification en vision directe. À savoir que l'ouverture intempestive de la portière d'un véhicule est sanctionnée par une contravention de première classe et une amende de 11 euros. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 8. Le tramway est à l'arrêt. Réponse A, je klaxonne. Réponse B, je passe avec prudence. Réponse C, je m'arrête.
Alors, le tramway a beau être à l'arrêt, on a à droite donc le feu rouge. Donc effectivement, ici, il ne sert à rien de klaxonner. On ne peut passer avec prudence parce qu'on a un feu rouge. Donc ici, je m'arrête. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 9. Je circule actuellement sur la voie de gauche. Je peux rester sur cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois me déplacer sur la voie de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici déjà, on roule sur deux voies à sens unique. Alors, comment on le sait? On regarde la ligne de rive gauche et on voit que c'est une ligne de rive continue. On est donc sur un sens unique sur les deux voies. Ensuite, ici, je roule sur la voie de gauche. Est-ce que j'ai le droit de rouler sur la voie de gauche? Non. La voie de gauche, elle est faite pour dépasser. Donc ici, on n'est pas en processus de dépassement, donc on se rabat dès que possible à droite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 10. Je tourne à droite. Je cède la priorité aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, tu vois, on est dans une intersection qui est régie par des feux. Si tu remarques bien, donc à droite, il y a le piéton, mais il y a aussi le feu du piéton qui lui est au vert. À savoir que dans une intersection, ce sera toujours comme ça. Si, regardez, là on est la voiture rouge en bas. Et donc si toi, le feu est vert pour toi, et que tu veux tourner dans une rue perpendiculaire à l'intersection, alors il sera vert pour le piéton. Et ce sera toujours comme ça. Donc, ici, bien sûr, on cède la priorité au piéton. Sinon, c'est un refus de priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. La détention d'un gilet haute visibilité est obligatoire à bord du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, la détention du gilet haute visibilité est obligatoire à bord du véhicule. Dans le cas contraire, c'est une contravention de première classe et 11 € d'amende sans retrait de points. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Dans ce contexte, réponse A, je m'arrête juste derrière le bus. Réponse B, je m'arrête avant le passage piéton. Ici, vous voyez bien que si vous vous arrêtez juste derrière le bus, vous allez devoir vous arrêter à un passage piéton.
Or, il est totalement interdit de s'arrêter et de stationner à un passage piéton, même quand il y a de la circulation. Hein, c'est un refus de priorité, donc c'est 6 points en moins, 135 € d'amende. Donc ici, bien sûr, je m'arrête avant le passage piéton. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. La distance de sécurité est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Oui, réponse A, non, réponse B. À 80 km/h, elle est de réponse C, 48 mètres, réponse D, 24 mètres. La distance de sécurité, c'est bien la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. À 80 km/h, cette distance est de 48 mètres. Alors comment on la calcule? C'est très simple. On prend le chiffre des dizaines, ici le 8, on la multiplie par 3, donc 3 fois 8, 24, et on la remultiplie par 2. Donc 24 fois 2, 48. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Si vous avez du mal avec le calcul de la distance de sécurité, je vous conseille vivement d'aller dans la formation. Question numéro 14. Question numéro 29. Le manque de sommeil peut provoquer des accidents. Oui, réponse A, non, réponse B. Bien sûr, question facile, le manque de sommeil va diminuer votre vigilance et donc va être à l'origine d'ailleurs de nombreux accidents. Donc la bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 15. Je peux rouler à réponse A 30 km/h, réponse B 50 km/h, réponse C 70 km/h, réponse D 80 km/h. Alors, peu importe la route dans laquelle je circule, si ma visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Comme le montre ici le document que vous trouverez dans la formation. Donc, je peux également rouler à 30 km/h. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 16. Cette molette permet de régler la hauteur des feux. Oui, réponse A, non, réponse B. Le réglage dépend du chargement du véhicule. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, question très intéressante. Alors, effectivement, cette molette que tu vois permet effectivement de régler la hauteur des feux. Bon, bah, c'est une molette avec en général 4 crans. Mais parfois, sur certains modèles de voitures, il peut y en avoir 3. Comme tu le vois ici, c'est une molette que tu tournes, d'accord, avec des crans, et qui se situe en général à côté du volant. Alors là, tu vas me dire, mais pourquoi régler les feux d'un véhicule? Bah, tout simplement parce que la hauteur de tes feux dépendra du chargement du véhicule.
prenons un petit exemple, et c'est un exemple grossier, hein, et j'ai fait exprès de prendre un exemple grossier pour que vous puissiez comprendre. On prend par exemple un véhicule. Un véhicule qui n'est pas chargé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les feux sont bien réglés et les feux pointent vers la route. Ça, c'est des feux bien réglés. Par contre, si on commence à charger le véhicule, regardez ce qui va se passer. Si on commence à charger le véhicule, soit des personnes, soit des valises, peu importe le chargement, la voiture, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lever. Ça va créer ce qu'on appelle un moment. La voiture va se lever. Et donc, si elle se lève, les feux vont pointer vers le haut. Les feux ne vont plus éclairer la route. Donc, ils seront mal réglés. Donc, cette molette, en fait, va te permettre de rabattre les feux pour qu'ils puissent pointer vers la route. Tout simplement. Donc, selon la quantité de chargement, tu régleras la molette à 1, à 2, ou à 3, ou à 4. Voilà. Donc, pour répondre à la question, est-ce que cette molette permet de régler la hauteur des feux? Oui. Le réglage dépend-il du chargement du véhicule? Oui, également. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 17. Un taux d'alcool compris entre 0,5 g par litre de sang et 0,8 g par litre de sang constitue A. Un délit, B. Une contravention. Alors, encore une fois, on va pas s'attarder sur cette question parce que c'est du cours. Donc, comme vous le savez, entre 0,5 g et 0,8 g par litre de sang, on est sur une contravention. Au-delà de 0,8 g, on est dans un délit. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 18. Les véhicules électriques permettent, réponse A, de diminuer la pollution. Réponse B, de diminuer les nuisances sonores. Réponse C, de diminuer les embouteillages. Alors bien sûr, un véhicule électrique va permettre de diminuer la pollution et également les nuisances sonores car il n'y a pas de moteur thermique. Par contre, ça ne permettra pas de diminuer les embouteillages. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 19. La distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors tu vois, la notion de distance de sécurité est très importante pour le passage du code. C'est une question qui vient très souvent, qui est vraiment redondante. Alors, il faut que tu saches que la distance de sécurité sur route, peu importe les routes, c'est équivalent à 2 traits de rive. D'accord ? Comme le montre l'animation ici. Donc c'est 2 traits de rive. Alors, les traits de rive, si tu ne le sais pas, c'est les traits qu'il y a à droite, hein, ici à droite. Donc là, tu vois bien que le camion, la distance qui nous sépare avec le camion est inférieure à ces 2 traits de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas bonne. La bonne réponse, ici, c'est la réponse B.
Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 20. Question numéro 37. Ce panneau indique une interdiction de stationner du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique une interdiction de stationner du 16 au 31. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 21. Dans cette situation, la vitesse maximale autorisée est de A. 80 km/h, B. 50 km/h, C. 130 km/h. Ici, comme vous le voyez, on est dans une route à double sens hors agglomération. Et on peut le voir parce que, n'oubliez pas, comme d'habitude, on regarde à gauche. Et à gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit des lignes de rive. Donc ici, lorsqu'on regarde le tableau des vitesses maximales autorisées selon les routes, on peut voir que la vitesse maximale autorisée ici est de 80 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. L'ESP permet de corriger les écarts de trajectoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'ESP est une aide à la conduite. Cette aide à la conduite est un équipement qui te permet de corriger la perte de stabilité au niveau de la trajectoire et de l'adhérence du véhicule. Il permet donc de corriger les écarts de trajectoire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 23. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un itinéraire européen. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu peux le voir, au-dessus donc de la pancarte bleue, il y a ce qu'on appelle un cartouche. Ce cartouche te permet d'identifier la route sur laquelle tu roules. Alors, il y en a plusieurs des cartouches qui ont des couleurs, des lettres et des numéros différents. Par exemple, ici, A75, A pour autoroute 75, le numéro de l'autoroute 75. Juste en dessous, N89, N pour nationale, 89 pour le numéro de cette nationale.
Juste un peu plus en dessous, E11 veut dire que tu roules sur l'itinéraire européen, E pour européen, numéro 11. Alors, si on se réfère à notre photo qu'on a ici, ben, on voit que sur le cartouche, il y a A85, donc on roule sur l'autoroute A85, et E604, donc on roule également sur un itinéraire européen, numéro 604. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours ». Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 24. Mon téléphone sonne alors que je suis au volant. Je regarde qui m'appelle. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cela peut diminuer ma vigilance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on est dans le cas où le téléphone sonne lorsqu'on est au volant. Effectivement, on ne regarde pas son téléphone lorsqu'on conduit. En fait, c'est interdit et c'est amendable, même juste pour regarder. Bah, pourquoi ? Parce que tout simplement, ça va diminuer votre vigilance. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 25. De jour, les motos sont dans l'obligation de rouler avec les feux. Réponse A, de croisement. Réponse B, de route. Réponse C, de position. Alors, les deux roues motorisées sont dans l'obligation de rouler avec les feux de croisement de jour afin d'être mieux vus par les automobilistes. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 26. Mon véhicule est très chargé. Réponse A. J'augmente la pression des pneus. Réponse B. Je diminue la pression des pneus. Alors, comment savoir la pression à adapter lorsque le véhicule est plus ou moins chargé ? Alors, c'est très simple, il faut te référer à l'étiquette que tu trouveras en général
à l'intérieur de ta portière avant. Pour simplifier les choses, en général, cette étiquette ressemble à ça. Alors, comment lire une étiquette de pression de pneu? Tout d'abord, si tu remarques bien, ici, il y a une série de numéros qu'on appelle indice alphanumérique. Si tu sais pas ce que c'est que indice alphanumérique et que là, je suis en train de te parler chinois, je te conseille fortement de te former parce que c'est très important. Pour rappel, sur le flanc d'un pneu, on a des numéros et des lettres qu'on appelle indices alphanumériques qui correspondent aux caractéristiques de ta roue. La largeur, la hauteur, l'indice de charge et l'indice de vitesse. Donc, ce numéro est reporté sur l'étiquette. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pressions qui apparaissent sur l'étiquette correspondent à un type de pneu bien défini. Donc, si tu changes de pneu, fais attention à prendre les mêmes références indiquées sur les indices alphanumériques. Comme tu le remarqueras, ce tableau est constitué tout d'abord de 2 colonnes. Ces colonnes correspondent à quoi? La première correspond aux roues avant et la deuxième correspond à la pression des roues arrière. Ensuite, ce tableau a 2 lignes. La première ligne correspond à un chargement normal de ton véhicule et la deuxième ligne, parfois même il y a 3 lignes, correspondent à un chargement élevé de ton véhicule. Par exemple, si ta voiture est très chargée et que tu veux savoir quelle pression adopter à la roue arrière, ici par exemple, la pression qu'il faudra que tu adaptes aux roues arrière est de 3,2 bars. Et tu remarqueras que plus le véhicule est chargé, plus la pression des pneus doit être augmentée. Donc, pour revenir à la question, si mon véhicule est très chargé, ce que je fais, c'est que j'augmente la pression des pneus, je la diminue pas. Et surtout, je me réfère à l'étiquette qu'il y a dans la portière ou dans le manuel du véhicule. La bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 27. J'utilise mes feux. Réponse A, de route. Réponse B, de position. Réponse C, de croisement. Alors, quand est-ce qu'on utilise les feux de route? Eh bien, on les utilise de nuit, en agglomération non éclairée ou sur route non éclairée. Attention à une seule condition, c'est de ne pas éblouir un autre usager. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 28. L'acuité visuelle minimale pour la conduite est de réponse A, 5 dixièmes. Réponse B, 8 dixièmes. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'acuité visuelle? L'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un objet à une certaine distance. En fait, elle est mesurée chez l'ophtalmologue. Vous savez, quand vous allez chez l'ophtalmologue, il vous fait lire à une certaine distance un petit tableau avec des lettres de plus en plus petites. C'est comme ça qu'on mesure l'acuité visuelle. Donc, vous devez avoir une acuité visuelle supérieure à 5 dixièmes pour être autorisé à conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 29. En traversant cette intersection, réponse A, je contrôle à gauche puis à droite. Réponse B, je contrôle à droite puis à gauche.
Alors, ici, on va franchir donc une intersection qui est régie par un feu. Pour nous, le feu est vert. Cependant, ça ne nous empêche pas de faire nos contrôles. Alors, ici, il pourrait par exemple y avoir une voiture qui grille le feu rouge dans une des rues adjacentes. Alors, en premier lieu, le danger, il va venir d'où? En premier lieu, le danger va venir de gauche. Parce que ce sera le danger le plus proche de nous. En deuxième lieu, le danger viendra de droite. Donc, on fait d'abord un contrôle à gauche, puis un contrôle à droite pendant qu'on traverse. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. L'appel Bluetooth intégré au véhicule sans port de dispositif audio à l'oreille est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça peut paraître contradictoire, mais le Bluetooth intégré au véhicule sans port de dispositif audio à l'oreille n'est pas interdit. Par contre, il faut que vous sachiez que téléphoner au volant, même sans port de dispositif audio à l'oreille, ça va multiplier votre risque d'accident. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 31. Hors probatoire, j'ai réalisé une infraction ayant entraîné la perte d'un point. Je peux récupérer ce point automatiquement dans réponse A, 1 an, réponse B, 2 ans. En probatoire, je viens de commettre une infraction ayant entraîné une perte de 3 points. Réponse C, je dois réaliser un stage. Réponse D, je vais recevoir une lettre 48N. Alors ici, vous retrouverez donc le tableau de récupération de points pour les permis hors probatoire. Et donc quand on vient de perdre un point, on pourra le récupérer automatiquement si on ne commet aucune autre infraction entre-temps au bout de 6 mois. Si vous êtes en probatoire et que vous commettez une infraction ayant entraîné la perte de 3 points, alors vous serez dans l'obligation de réaliser un stage après avoir reçu la lettre 48N. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses C et D. Question numéro 32. Je dépasse ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous avez bien vu, hein, il y a une ligne blanche. Okay. Donc effectivement, interdiction de dépasser ce véhicule. La seule chose que vous auriez pu dépasser, c'est un vélo, en chevauchant la ligne blanche. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 33. Je suis contrôlé positif au cannabis. J'encours. Réponse A, 2 ans de prison. Réponse B, 5 ans de prison. Réponse C, un retrait de 6 points. Réponse D, une suspension de permis.
Alors, comme le montre le document que vous retrouverez donc dans la plateforme pédagogique, si vous êtes contrôlé positif au cannabis, alors c'est ce qu'on appelle un délit de stupéfiant et vous encourez bien sûr 6 points de retrait, donc une grosse amende de 4 500 €. Vous risquez maximum 2 ans de prison, une suspension de permis, l'obligation de réaliser un stage et également la rétention immédiate du permis de conduire. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A, C et D. Question numéro 34. Cet enfant de moins de 10 ans et de plus d'1 mètre est à la bonne place. Oui, réponse A, non, réponse B. Il est bien installé. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, la loi oblige les enfants de moins de 10 ans à être installés à l'arrière du véhicule. Cependant, si les places arrière sont déjà occupées par des enfants de moins de 10 ans ou si les places arrière ne sont pas dotées de ceinture de sécurité, alors on peut placer un enfant de moins de 10 ans à l'avant. Donc, est-ce que ici cet enfant est à la bonne place? Oui, il est à la bonne place. Est-ce qu'il est bien installé? Si vous remarquez, on voit que la ceinture de sécurité touche sa joue. Donc, clairement, ici, la ceinture de sécurité n'est pas adaptée. Il va falloir utiliser un siège adapté à sa morphologie. Ici, vous remarquerez dans ce schéma que le siège avec dossier sera le plus adapté pour cet enfant. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 35. Après ce panneau, la vitesse est limitée à réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h. Après le panneau, je peux rouler à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse C, non, réponse D. Comme le montre ce panneau qui est un panneau de fin d'agglomération, après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, comme le montre le document que vous trouverez dans l'information. Après ce panneau, est-ce que je peux rouler à la vitesse maximale autorisée? Eh bien non. Pourquoi? Parce que la chaussée ne permet pas de rouler à cette vitesse maximale autorisée. Vous voyez bien qu'il y a du verglas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 36. Je circule. Réponse A, sur route. Réponse B, sur autoroute. Réponse C, plus vite que le poids lourd. Alors, très bonne question. Comment ici savoir qu'on circule sur route ou autoroute? Bah, c'est très simple. Devant nous, on a ce qu'on appelle une borne kilométrique. Donc, cette borne kilométrique, elle est là pour vous dire, sur quelle route vous roulez. Ici, par exemple, A. Donc, pour autoroute. À côté, même si on ne le voit pas, le numéro de l'autoroute. Et en dessous, le point kilométrique. Parfois même, vous voyez, regardez cette borne kilométrique, et même marqué votre
attitude. Donc ici, cette borne kilométrique nous indique qu'on roule bien sur autoroute. Ensuite, est-ce qu'on roule plus vite ou moins vite que le camion, que le poids lourd? Bah là, on peut voir sur le compteur qu'on roule à 128 km/h. Or, un poids lourd sur autoroute doit avoir une vitesse maximum réglementaire de 90 km/h. Donc, ici, on roule, quoi qu'il arrive, on roule plus vite que le poids lourd. Donc, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Allez, on reprend la série. Question numéro 37. Cette personne se retrouve inconsciente après un accident de la route. Pour la secourir, je dois. Réponse A. La déplacer sur le trottoir pour la protéger. Réponse B. La mettre en position latérale de sécurité. Réponse C. Vérifier un signe d'hémorragie.
Alors, comment secourir une personne victime d'un accident de la route et qui se retrouve inconsciente? Alors, tout d'abord, tu dois vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Donc, une hémorragie, c'est du sang qui coule de son corps. Dans un deuxième temps, tu dois la mettre en position latérale de sécurité. Et dans un troisième temps, tu dois la couvrir, car toute personne victime d'un accident se met automatiquement en hypothermie, c'est-à-dire que son corps se refroidit. Alors, surtout, ici, il ne faut pas déplacer cette personne, car elle est inconsciente. Comme tu le sais, là, ici, on a seulement parlé du cas de secourir une personne inconsciente. Secourir une personne consciente, ce sera une autre procédure. Pour ça, je t'encourage à aller dans la formation. De plus, déplacer une personne sur un trottoir ne fait pas partie du secours, mais de la protection. N'oublie pas qu'il y a une procédure à suivre lorsque une personne est victime d'un accident corporel avec dommages corporels sur la route. Cette procédure, c'est le pas. Ici, on n'est pas sur la protection, on est sur le secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 38. Au volant, l'alcoolémie maximale autorisée est, pour un permis, hors probatoire. Réponse A, 0,5 g par litre de sang. Réponse B, 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour un permis probatoire. Réponse C, 0,15 mg par litre d'air expiré. Réponse D, 0,2 g par litre de sang. Alors, comme tu peux le voir dans le document que tu retrouveras dans la formation, l'alcoolémie maximale autorisée pour un permis probatoire est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors que pour un permis hors probatoire, l'alcoolémie maximale autorisée est de 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Question numéro 39. Je laisse la priorité au véhicule rouge à ma droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, le véhicule rouge est à notre droite. Seulement, regardez bien le trottoir. Le trottoir est affaissé. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bateau. Un bateau, c'est quand le trottoir est affaissé et ça marque en fait une propriété privée. Donc, le véhicule, certes, est à ma droite, mais il sort d'une propriété privée. Alors, le véhicule n'aura pas la priorité à droite. Ici, c'est moi qui passe, avant le véhicule.
Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 40. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Je propose de l'eau aux blessés pour les hydrater. Oui, réponse A. Non, réponse B. En premier lieu, je contacte les secours afin d'être secouru rapidement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à savoir qu'il ne faut jamais donner ni d'eau ni de nourriture à un blessé qui vient d'avoir un accident. Il ne faut jamais faire ça. Autre chose, lorsque on est témoin d'un accident avec dommages corporels, on doit utiliser la règle du PAS. Donc, protéger, alerter, secourir. Donc, avant d'appeler les secours, on protège. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.